Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars en confinement, pour cette édition live en direct sur notre serveur Discord. Dans cette émission, nous allons chroniquer les épisodes 5 à 8 de la saison 7 de The Clone Wars, consacrée à la vie d'Ahsoka dans les bas-fonds de Coruscant. Donc je suis Loïc et ce soir je suis accompagné de Faye. Bonsoir Faye. Bonsoir, je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Et de Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir tout le monde. Voilà. Et voilà notre équipe donc de chroniqueurs pour ce soir. Donc bonjour à tous les gens qui nous ont déjà rejoints dans le studio. Bien sûr, comme d'habitude, bonsoir. Vous pourrez dans le chat discuter entre vous de ce que nous allons parler maintenant. Et donc avant d'attaquer l'émission, on va faire notre traditionnel Quad 9 Star Wars. Et donc je vais demander à la personne la plus ancienne dans l'ordre d'enregistrement des émissions, c'est-à-dire Thomas, de bien nous faire part de son WhatsApp. Eh bien, le WhatsApp Star Wars, il est très très maigre en fait, parce que à part Clone Wars et jouer à Galaxy of Heroes, j'ai fait très peu de choses, j'ai été pas mal occupé, j'ai pas mal de choses à gérer. Les seules choses que j'ai fait, c'est hors Star Wars, j'ai lu l'intégrale de la vie de Bouddha, donc je sais pas si ça vous parle, c'est un truc de Tezuka. Mais qui est très sympa, vraiment qui fait beaucoup de bien. Et sinon là du coup en confinement je suis à fond dans les X-Men, donc là avec mon fils on regarde tous les X-Men des années 90, je sais pas si vous vous rappelez, The Animated Series. Moi c'est ce qui m'a fait découvrir à l'époque les X-Men quand j'avais quasiment son âge. Et du coup waouh, je revis les trucs. Les soirs on se fait les films, et donc ça c'était assez marrant, c'est que le soir où je regardais l'affrontement final, Loïc balançait un truc comme quoi il venait de finir l'affrontement final avec ses enfants. Tout à fait. En confinement, et là je me suis dit là ça vaut quand même des points quoi, parce que je sais pas combien de temps qu'on n'a pas enregistré ensemble et paradoxalement on se suit. Et du coup en comics la même, j'ai lu les deux omnibus, je sais pas si vous voyez, le complexe du Messie et puis la guerre du Messie. Et là j'attaque Schisme, donc je me refais toutes les sagas des X-Men post guerre du Messie quoi. Et donc je suppose que tu t'es enregistré sur Disney+ pour avoir accès à la série télé des années 90. Eh ben non, même pas. Ah d'accord. Même pas. Elle n'y est pas, parce qu'ils ont pas les droits en fait mais pour la France. par contre, pour la trouver, je me suis amusé. Ouais. Pour avoir l'intégrale en VF, je me suis amusé, mais si ça vous intéresse, je l'ai en multilangue, donc j'ai anglais, français et espagnol. Donc j'ai tous les épisodes. Même à l'époque, j'avais pas pu tous les voir. Il manquait toujours des épisodes, et là je les ai tous. C'est incroyable. Enfin, il y en a que je découvre. Et c'est tellement bien fait, franchement. C'est du Claremont, quoi. C'est tout ce qu'on préfère des X-Men. C'est vraiment très très bon, quoi. Alors, Faye, à toi. Eh ben écoutez, moi j'ai écouté en audiobook la novélisation de l'épisode 9 et je me suis régalée. Sans trop spoiler, il y a pas mal de scènes en plus qui sont émouvantes, pas mal de réflexions des personnages aussi qui sont émouvantes. Et vraiment, voilà, moi je me suis régalée. J'ai pleuré aussi en lisant le livre. Mais vraiment, voilà, une bonne lecture, une bonne novélisation. Et je sais que nos camarades vont en parler un peu plus tard. Donc je serais curieuse d'avoir leur avis. Mais vraiment, je me suis régalée. Après, bon, c'est pas tout à fait du Star Wars, mais j'ai réussi à mettre du Star Wars quand même dedans. Je suis devenue accro à Animal Crossing et j'ai réussi à choper, grâce aux gens qui font des designs sur Internet, les tenues de la princesse Amidala pour mettre sur son petit personnage. Donc voilà, je m'amuse à l'habiller, tranquille, voilà. Je suis assez content que vos WhatsApp soient assez minces parce que justement, le mien ne l'est pas du tout. Le confinement m'a amené... déjà, je suis à jour sur les lectures de romans. Donc, j'ai fini Le Collectionneur, donc, que j'ai bien apprécié. Je ne serais pas aussi dithyrambique que l'équipe québécoise qui avait fait la chronique, mais j'avais trouvé qu'il était assez intéressant. Et pour expliquer notamment la disparition des Jedi dans la galaxie, pourquoi leur légende s'est tarie à ce point-là en si peu de temps, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. Et par contre, j'ai pas du tout apprécié le côté très terre-à-terre de toute la vie
lycéen du héros du roman. Voilà. C'est quelque chose que j'ai pas trop apprécié, donc voilà, il est ado, donc grosso modo son lycée galactique fonctionne à peu près comme le nôtre. Ses parents, ça fonctionne comme les nôtres, ça m'a gêné. Donc c'est un livre auquel je mettrais un petit 13 ou 14, que je conseillerais volontiers, parce que c'est un livre qui est très accessible, très facile à lire, et même pour les gens qui ne sont pas fanats de littérature Star Wars, ça peut être très très intéressant. Tu veux dire que tes parents te reconnaissent pas en tant que Jedi non plus? En tout cas, c'est ça. Moi, je l'ai commandé effectivement suite à la critique effectivement des collègues québécois. Moi, ça m'a fait vachement envie. Et là, il est sur mon étagère et il est prêt à attaquer. Et je me suis aussi fini la trilogie Riposte. C'est vrai, j'en ai profité. C'est le prochain sur ma liste, donc tant mieux si t'as quand même bien aimé aussi. Ouais, non, il est vraiment très bien. Oui, non, mais il est vraiment bien. Il est sympa. Franchement. Voilà. Mais il se lit vraiment assez rapidement aussi. Et la fin est vraiment prenante une fois qu'on a mis toutes les pièces en place. Moi, j'étais à fond dedans, quoi. Et donc, j'ai également terminé l'Escadron Alphabet. De la même façon, je ne serai pas aussi dithyrambique que les collègues, mais je l'ai beaucoup apprécié, surtout sa 3e partie. Donc c'est un livre que j'ai trouvé assez long à se mettre en place. En fait, il est coupé en 3 parties. La première partie, je l'ai trouvée assez longue. La deuxième, elle était assez intéressante malgré des longueurs aussi. Par contre, la 3e, alors là, je l'ai lu d'une traite. C'était fantastique. Et il y a beaucoup de personnages dans ce livre, surtout dans la première partie, puisque en fait, chacun des escadrons que nous suivrons, en fait, on va quasiment voir toutes leurs dernières missions. Donc ça aurait pu faire quasiment un roman à chaque fois. Donc pour pouvoir me plonger plus facilement dans les personnages, parce que j'arrivais pas à retenir les noms, j'arrivais pas à retenir leur race, est-ce que c'était des humains ou pas, j'ai fait une recherche sur internet et je suis tombé effectivement sur les visuels un peu des personnages. Et ça m'a beaucoup aidé à entrer plus facilement dans le livre, dans le roman. C'est un roman qui m'a vraiment donné envie aussi de me retrouver dans l'ambiance Star Wars, puisque pour m'accompagner à la lecture, j'ai également mis la musique de Battlefront dans mes écouteurs, pour avoir une vraie ambiance Star Wars, parce que je trouve que c'est un roman qui le mérite. Et comme on n'a pas d'audiobook, c'était vraiment la bonne façon de le faire. Du coup, moi j'avais continué dans mes lectures Star Wars, puisque j'étais à jour, mais j'avais envie de relire quelque chose que j'avais déjà lu. Et donc Thomas, je suis content que tu aies mentionné la trilogie Riposte tout à l'heure, puisqu'en fait j'ai décidé de reprendre le premier volume de cette trilogie. Alors pourquoi m'infliger ça, vous allez tous me dire, tout simplement parce que c'était un livre dans lequel, de la même façon, j'avais eu beaucoup de mal à entrer à cause des personnages et tout ça. Et puis, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans l'univers Star Wars depuis la sortie du bouquin. Beaucoup de visuels sont arrivés, on a vu d'autres choses, on est plus focalisé comme à l'époque sur la nouvelle trilogie, sur qu'est-ce qui s'est passé entre le 6 et le 7, qu'est-ce qui va se passer dans le 8 et le 9. Tout ça, c'est fini, c'est derrière nous. Et je pense que c'est le bon moment pour apprécier à nouveau ce genre de livre. Par contre, j'ai décidé de faire l'impasse dans un premier temps sur comment ils appellent ça, sur les interludes, pour me focaliser sur le récit central et ne pas perdre le fil. Par contre, ça se voit que t'es quand même en confinement, parce que pour relire ce bouquin, 3-4 ans après, faut y aller quand même. Oh bah moi je l'aime bien, moi. Je m'étais choisi Les Ombres de l'Empire ou celui-ci. Et puis finalement, je me suis dit que c'était le bon moment. Et peut-être que je me referai la trilogie complète. Mais vraiment parce que j'avais adoré le 2 et le 3, je l'avais beaucoup aimé. Mais du coup, je me dis, si j'ai fait le 1, autant refaire les deux, quoi. Et alors, il y a des choses qui sont intéressantes qu'on n'avait pas notées à l'époque. C'est que, c'est un détail évidemment, mais c'est quelque chose qui prend, je trouve, de l'ampleur dans l'univers Star Wars, parce que maintenant, l'univers canon s'est mis en place. Ouais. Et ben, dans le roman, il y a une mention du Valacord. Donc le Valacord, qui est l'instrument qu'on entendait parler dans Solo, qui a été mentionné aussi dans des comics, je crois, et peut-être même dans une série animée. Et en fait, finalement, avant tout ça, avant les films, c'était déjà placé. On en parlait, et c'était déjà placé. Et ça, en fait, évidemment, on pouvait pas capter la référence avant d'avoir vu dans le film, parce que c'est dans le film. Tout comme le retour incessant de ouais, Palpatine, il y en a qui disent qu'il est vivant et tout. Ouais, mais non, c'est pas vrai. C'est ça. C'est génial, ça. Toute la contingence, etc., je trouve que maintenant, elle va peut-être prendre plus d'ampleur
plus facilement. Par contre, alors il y a un truc qui était intelligent dans l'escadron Alphabet, c'est qu'il parlait beaucoup de l'opération Cendre qui était dans Battlefront. Et du coup, par contre, à l'inverse, dans Riposte, on n'en parle pas du tout. Ce qui est un gros manque, puisque techniquement parlant, Riposte se passe après les événements de Battlefront 2. Parce que voilà, le Battlefront 2, ça se passe vraiment quasiment les jours d'après la bataille d'Andorre. Donc voilà, c'est un petit manque, mais bon, forcément, l'histoire n'était pas écrite encore à l'époque. Mais du coup, relire des livres comme ça reprend un peu de sens. Et je trouve ça intéressant. Je le fais parce que j'ai le temps, évidemment. Que si j'avais pas le temps, peut-être que je... Et pourquoi les ombres de l'Empire ? Parce que ça, c'est du Légende avec Xizor, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai gardé 2-3 livres légendes et ceux que je préférais. Et puis, tout simplement, je m'étais dit, tiens, comme j'ai plus rien à lire, autant me relire quelque chose que j'avais apprécié, quoi. Donc, peut-être que je le relirai pendant le confinement quand même, quoi. Donc, je vais finir avec mon WhatsApp un peu long aujourd'hui en vous parlant d'une émission qui s'appelle Le Collimateur. C'est un podcast disponible sur toutes les plateformes habituelles. C'est un podcast de l'IRSEM. Donc l'IRSEM, pour ceux qui ne le savent pas, comme moi à l'époque, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui appartient au ministère des Armées. Et ils ont fait une émission consacrée à Star Wars à la fin de l'année dernière, dont le thème est la guerre et la stratégie dans la saga de Star Wars. Alors j'ai écouté ce podcast dont on pouvait éventuellement penser que c'était un peu tendu, hein, parce que parler de Star Wars quand on n'est pas fan soi-même, c'est un peu compliqué. Et alors, ça a été parfaitement exécuté. C'est vraiment une émission que je vous conseille à tous. Vous le trouverez, Le Collimateur, sur toutes vos plateformes de podcast. Il faut remonter un peu dans la file parce qu'ils sont très... il y a beaucoup d'émissions. Ils ont fait Game of Thrones aussi, pareil, avec le côté tout à fait, guerre. Exactement. C'était très intéressant. Alors moi, je ne l'ai pas écouté parce que je n'aime pas Game of Thrones. Mais voilà, et je n'ai jamais entendu une émission qui parle de Star Wars avec cet angle-là, avec cette justesse. C'était franchement parfait. Après, bon, on aimera ou on n'aimera pas les angles qui seront abordés, mais c'était d'une intelligence comme j'en ai rarement entendu. Et pourtant, je suis un gros consommateur de podcasts et un gros consommateur de podcasts Star Wars. Ils ont développé une théorie sur pourquoi, en fait, les clones exécutent les Jedi, pourquoi ils n'auraient pas pu de toute façon survivre, en fait, à l'ordre de 66, mais que j'ai trouvé tellement intelligente et que je n'avais jamais entendu. Ils intègrent l'histoire de la puce là-dedans ou pas ? Non. Et non, donc, parce du coup, que ça, ils n'ont pas tous les éléments non plus. Alors, pas tous les éléments, justement, moi je leur ai fait ce retour-là, c'est le seul retour que je leur ai fait, que, en fait, ça n'intègre pas l'histoire de Clone Wars, même s'ils en font 2-3 mentions, mais très succinctes. Et de Rebels, surtout. Et de Rebels. Et justement, je leur disais que ce serait très intéressant de les réentendre à nouveau sur le sujet, en prenant en compte, pour parler peut-être de la guerre des clones, et de la guerre civile galactique à travers Rebels. Tu leur as dit quand même qu'il fallait regarder 120 heures pour se faire le marathon Star Wars entier. Non, pas dit. Je l'ai pas dit. Après, il y a certains points où je suis pas tout à fait d'accord avec eux, mais bon, c'est du chipotage aussi, notamment, voilà. Mais l'émission, l'angle est quand même très intéressant, ça c'est sûr. Je me suis régalé à écouter ça. Je pense que tu conviendras quand même qu'on est sur quelque chose qui n'est pas souvent développé, un axe qui n'est pas souvent développé Et puis c'est pas trop lesque en plus, tu vois, ils font vraiment l'effort d'essayer de se poser des questions, d'avoir un angle différent. Moi c'est ça que j'aime bien quand il y a des émissions qui prennent des thématiques comme ça. J'avais lu un article où ça parlait en fait de ce que faisait Palpatine, de la façon en fait dont il utilisait la communication, tu vois, le côté média, le côté un peu, tu vois, comme les dictateurs et tout, enfin tout propagande et tout ce travail-là. Et c'était pareil, super intéressant. Et c'est des angles que t'as pas forcément l'habitude d'entendre ou de lire, et j'ai trouvé ça super. Donc si je retrouve l'article, je passerai le lien. C'était un truc en anglais. Donc voilà, je vous invite vraiment tous à, si vous en avez la possibilité, d'écouter cette émission. Donc voilà, on va faire un petit point sur nos plus récentes émissions Star Wars, donc avec l'émission consacrée à la chronique du Blu-ray de Rise of Skywalker, par Jean-François, Cécilie et Francis, donc sur lequel ils vont surtout s'arrêter sur les bonus. Et puis l'autre émission la plus récente, c'est Être fan dans les années 2010 par Sébastien, Henri et Sylvain, une émission très intéressante que je vous encourage vivement à écouter. Sans oublier bien sûr les capsules de Francis, les Star Wars 101,
notamment la dernière parue sur la chronologie des romans littérature de Star Wars, qui était très très bien faite, très très intelligente. On félicite Francis vraiment pour le travail effectué. Et super bien illustré parce qu'il a réussi à imager quelque chose qui ne l'est pas à la base. Tout à fait. Et ça n'a pas dû être une mince affaire. On remercie nos partenaires, siteclan.net, mintinbox.net, starwarsthenet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Et on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Voilà, on enchaîne donc avec le premier épisode de cette tétralogie consacrée à Ahsoka, donc l'épisode 5 de la saison 7 qui s'appelle « Une amitié de haut vol ». Donc on va retrouver Ahsoka après son départ du temple Jedi qui se promène dans les bas-fonds de Coruscant et qui va s'écraser sur une plateforme puisqu'elle aura un problème mécanique avec sa motojet et elle va faire la découverte d'une jeune femme qui va l'aider à la réparer cette moto et qui va lui présenter également sa sœur qui est une petite escroc notoire qui cherche à se faire de l'argent grâce à des mauvaises combines dans le but de quitter Coruscant avec sa sœur. Donc voilà pour la première approche de cet épisode. Donc on va faire comme d'habitude une petite chronique très rapide de chaque épisode avec ce qu'on en a pensé et puis on va développer plus globalement l'arche narrative à la fin de l'émission. Donc Thomas, est-ce que tu peux commencer en nous disant ce que tu as trouvé si j'ai bien compris, on fait un résumé rapide sans rentrer dans les débats. Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que ça fait suite finalement, c'était le fameux pont qu'on a déjà entre le moment où elle se barre à la fin de la saison 5 et Rebels où mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire juste après. Et là on a déjà le début de réponse à ça, à savoir que on la voit et qu'il y a tous les questionnements qui vont avec, que elle est là. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant et ça met son questionnement et ses certitudes en conflit finalement avec un autre point de vue qui est totalement autre, et on voit en plus il y a un espèce de comment dire d'opposition en fait entre deux franges de la société. On retrouve le fameux niveau 13-13 donc qui devait faire partie du super jeu vidéo dans lequel on allait dans les bas-fonds de Coruscant, et on a la vision en fait les classes sociales les plus pauvres de Coruscant avec les classes sociales les plus hautes, finalement les Jedi, cette espèce de mépris de classe qu'il peut y avoir et les points de vue qu'il y a des deux côtés, les certitudes qu'il y a des deux côtés, où finalement aussi bien Ahsoka que les deux sœurs, enfin surtout une des deux sœurs qu'elle rencontre, ils sont tous les deux dans le faux parce qu'ils ont une vision arrêtée qui est liée à leur classe, à leur mode de vie et à leurs idées reçues. Et ça, l'une et l'autre, alors il y en a une qui ose dire et l'autre pas, elles sont un peu, elles se découvrent, mais en même temps, enfin voilà, il y a pas mal d'éléments en fait qui sont intéressants, des comparaisons de points de vue, et on pourrait faire de belles analogies avec la société où des gens vont se détester juste parce qu'ils sont pas d'une même classe, sans vraiment se connaître, sans vraiment se comprendre, et en ayant beaucoup d'idées reçues des deux côtés. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est super intelligent. Moi, je sais que du coup, comme toujours, on regarde ça avec les enfants, et ça a amené beaucoup de questions. On a mis souvent pause dans ce premier épisode parce que les enfants nous disaient mais pourquoi elle dit ça, pourquoi elle pense ça, et donc du coup on mettait pause et on discutait et on faisait des analogies avec la société. Et alors là moi je trouve que de ce point de vue là c'est génial. Après il y a le côté on va dans le niveau 13-13 qui est très sympa, voilà, la motojet qu'on répare, voilà, c'est un petit côté Mad Max où je répare ma vieille voiture pourrie. Ça nous a beaucoup plu, et globalement je trouve que c'est un premier épisode qui est très intéressant parce que ça fait une transition tranchante en fait entre la condition d'Ahsoka d'avant, la condition d'Ahsoka après. Donc voilà, moi c'est de ce point de vue là ça m'a plu, le fait qu'elles doivent garder un petit peu son anonymat, qu'elle peut être autre chose, voir ce qu'elle peut être d'autre qu'en étant un Jedi, et aussi de voir un petit peu les mécanismes de fonctionnement de la société dans ces bas niveaux, en fait, où voilà, on sent qu'il y a de la corruption, on sent qu'il y a de la mafia, on sent que c'est malsain, et on sent que malgré tout les gens recherchent de l'espoir, malgré tout les gens veulent s'échapper. Donc voilà, c'est un mélange d'espoir et de désespoir qui m'a touché. Et ce premier épisode, contrairement à certains des autres qui vont suivre, m'a beaucoup plu, et on avait l'habitude de mettre des notes, je pourrais mettre déjà un bon 14, voire
un bon 14 on va mettre. Ah ouais, toi tu notes direct. Bah, du coup, si on fait épisode par épisode, ouais, autant mettre la note directe. C'est pour vous dire à quel point Thomas n'était pas là depuis longtemps. C'est que maintenant, Ah oui, c'est clair. on note chaque épisode. Donc vas-y, Faye, à toi. Oui, pour répondre à ce qu'a dit Tom, il faut pas oublier, dès le début de l'épisode, on a la fameuse, vous savez, petite philosophie Jedi, où on entend « Si aucune voix ne s'offre à toi, crée la tienne ». Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a un épisode où on a une Ahsoka qui est en transition, qui lutte avec ses instincts de Jedi qui sont d'aider les autres, de vouloir les sauver d'eux-mêmes, et en même temps qui essaie de trouver sa place, de se dire qu'est-ce que je suis en dehors de l'ordre Jedi. On voit elle se lie d'amitié, elle découvre les bas-fonds, on nous-mêmes en tant que spectateurs, on découvre un peu plus ce que c'est les bas-fonds, comment ils vivent, quelles sont les infos qu'ils reçoivent justement des hauteurs. On voit que c'est des gens qui sont des warriors aussi, parce qu'ils se laissent pas abattre, ils luttent sans cesse pour essayer d'améliorer leurs conditions. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ces épisodes là. En plus c'est cool d'avoir encore une fois des persos féminins. On a différentes. On a la jeune guerrière un peu sage, on a la petite qui essaye d'apprendre, qui est contente d'avoir construit son vaisseau, qui est un peu naïve, et on a la grande sœur qui a un côté un peu j'allais dire un peu Han Solo, mais un peu vaurien, donc en quelque sorte on a différents visages, un peu cynique aussi. Et je trouve ça intéressant parce que quelque part c'est un peu l'Ahsoka des débuts qui était naïve, qui est prise on a Ahsoka qui est prise entre l'Ahsoka du début qui était naïve et peut-être une Ahsoka qui est désabusée, déçue par ce qu'elle a subi avec les Jedi. Donc ça peut être un peu le côté ange et démon sur l'épaule d'Ahsoka aussi quelque part. Mais je trouve ça intéressant et on en reparlera sur les autres épisodes, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors quant à moi, on va faire le grand chelem puisque j'ai adoré cet épisode, alors que habituellement c'est vraiment le genre d'épisode qui va me laisser froid. Mais là j'ai trouvé que on avait quelque chose d'un peu inédit au sein aussi de la saga Star Wars, c'est qu'on a une vraie tranche de vie de la population. Là c'est la population Coruscante, mais ça aurait pu être une autre planète, ça aurait pu être une autre race, etc. Et ça, on ne l'a pas ou très peu vu. On a des gens qui essayent juste de faire leur chemin dans l'univers, comme dirait Jango Fett, mais à une échelle infiniment petite. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu. Alors, évidemment, peut-être qu'on attend de ces 12 épisodes de retour de Clone Wars quelque chose de grandiloquent. Sauf que on a besoin de savoir ce qui va amener Ahsoka à être ce qu'elle va être, puisque Ahsoka va devenir Fulcrum et elle va continuer à donner son aide à la galaxie, et là on voit qu'en fait dans cet épisode elle était partie pour ne plus le faire du tout et ne plus toucher à ça, en fait, de vraiment disparaître. Et je pense que la rencontre avec les sœurs Martez sera vraiment déterminante dans l'Ahsoka adulte qu'on rencontrera plus tard. Et quand je vous disais que toutes les petites tranches de vie comme ça sont intéressantes, c'est parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Si on avait dans toutes les œuvres, dans les films, dans les séries télé, si on avait ça tous les 4 matins, je vous dirais ouais c'est bon, c'est abusé, encore blablabla. Mais là, non. Là, on a un lavomatique dans Star Wars. Ça m'a fait tilter autant que les toilettes dans le vaisseau du Mandalorien. Parce que je m'attends pas à voir ce genre de choses. On a une faune et une flore super riches dans les arrière-fonds de Coruscant. On a vraiment quelque chose, ça grouille de vie, encore plus que dans les saisons d'avant. Et je trouve que c'est extrêmement réussi. Et je remercie aussi Internet, parce que grâce à Internet, on a souvent des petites choses qu'on ne voit pas, nous, forcément, parce qu'on n'est pas aguerris sur tous les points, sur tous les plans de l'univers Star Wars. Et il y a un clin d'œil aux premières figurines Kenner de... Exact. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était super intelligent, en fait, au moment où Donc, en fait, on l'a pas dit, mais dans cet épisode, ils doivent réparer des robots qui vont leur échapper. Et puis, il y a une course-poursuite avec le robot, et en fait, Ahsoka va arrêter le robot, et en le remontant sur un des balcons de Coruscant, il y a tout un tas de personnages qui sont tout autour, et qui en fait sont un clin d'œil aux premières figurines Kenner, donc avec les mêmes couleurs et les mêmes habits. Et l'univers Star Wars, en fait, c'est ça. Et c'est ça que j'aime dans l'univers Star Wars, c'est qu'il y en a partout pour tout le monde. Il y en a qui vont le voir, il y en a d'autres qui ne le verront pas, qui on va le dire. Il y en a qui s'en fichent, mais au final, je trouve que ça fait Star Wars, et il y a pas ça dénote pas dans le décor, parce que ça rappelle quelque chose qu'on connaît déjà, même si on n'a pas mis le doigt dessus. C'est-à-dire qu'en fait,
ça va tellement loin les références que t'es plus obligé de sortir des croquis Ralph McQuarrie. Tu peux aller chercher tout et n'importe quoi. Ça me fait penser, tu sais, au petit robot Unité R2 qui était rose et qui correspondait en fait à R2-Katie. Ouais, voilà. Tu sais, qui était le robot qu'un gars avait fait pour sa fille qui était malade justement. Et du fondateur de la 501e. Exactement. Et j'avais trouvé ça magique qu'ils aient inséré ça là-dedans. Je trouve que ça t'insère les multi-références et le côté communautaire aussi. Exactement. Et voilà. Et c'est aussi pour ces choses-là qu'on aime Star Wars. Et alors, avec quelqu'un comme Filoni, bon, ben, c'est un peu une évidence parce que c'est un peu le maître en la matière. C'est un peu le Luceno de la série animée, quoi. Mais il a les défauts de ses qualités, on va dire. Oui, bien sûr. Bah, y a des gens qui n'en peuvent plus des Filonneries parce que Filoni va répéter des choses qu'il apprécie, ces petits violons d'ingres, et puis il va essayer de les placer partout, quoi. Là, on n'est pas tout à fait là-dedans parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu inédit, il me semble. Mais je trouve que ça fait plaisir. Et d'ailleurs, ce que tu disais par exemple sur Ahsoka, tu dis bah voilà, on va voir une de ses tranches de vie parce que finalement le côté épique du personnage, on l'a déjà vu dans Rebels et on risque de le revoir dans de futures séries si les rumeurs sont réelles. On l'a vu dans Clone Wars surtout. Oui, mais on l'a vu après dans Rebels, quand tu disais dans son devenir, oui. Elle aura un devenir épique dans Rebels et peut-être dans une autre série visiblement. Tout à fait. Oui, ça fait partie des rumeurs. Mais après, Ahsoka, ce qui est important, c'est pas vraiment son côté épique, c'est aussi tout son personnage, tout ce qu'elle est, sa générosité, son côté perspicace. Limite, tu vois toute son évolution, le fait qu'elle est devenue plus sage que certains Jedi, et puis que elle essaye aussi de continuer à apprendre et de voir ce qu'elle peut faire de tout ce qu'elle a appris, de tout son bagage, pour justement, on va voir, soit aider les autres, soit trouver, comment exister dans cet univers. Et c'est quand même vachement plus intéressant que juste la voir se bagarrer ou faire des scènes épiques ou des trucs comme ça. Et je pense que c'est ce qui fait que ce personnage est tant aimé. Alors, c'est paradoxal parce que je me rappelle qu'au départ, quand le personnage est arrivé, c'était un peu le Jar Jar Binks de The Clone Wars, et tout le monde daubait sur Ahsoka en disant que voilà, que c'était un personnage pourri, qui n'apportait rien, et en fait c'est un personnage qui a énormément évolué et qu'on a pu énormément détailler justement parce que Filoni, ce personnage, il l'a chéri, il l'a développé, il l'a dans les moindres détails, et il l'a fait évoluer, et du coup ça fait qu'aujourd'hui c'est un des personnages les plus riches. Et moi, quand je discute un petit peu avec des gens Ahsoka, assez régulièrement, on me dit c'est un des meilleurs personnages de l'univers étendu. Oh, complètement. Et le fait que Filoni le réintègre, moi, c'est les personnages que Filoni a créés dans l'univers étendu. Si je pense à Ahsoka, je pense à Hera, je pense à Kanan, on a d'autres personnages comme ça qu'il a créés qui sont, moi, dans mes personnages préférés de Star Wars. Tout personnage confondu. Par exemple, Ahsoka, je préfère largement Rey. Hera, qui est aussi un de mes personnages favoris, je le préfère largement, je sais pas, à Finn ou Poe Dameron. Alors lis l'Escadron Alphabet. Je suis pas lu. Oui. Il faut que tu le lises. D'accord. Si tu aimes Hera, il faut que tu le lises. Ah, d'accord. Ouais, lis-le. Mais Ahsoka, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle nous parle à nous publics parce qu'elle nous fait le lien entre tout ce savoir Jedi qu'on a emmagasiné et la personne de base, la personne qui a pas de pouvoir, l'humain, et elle nous permet de relativiser, d'essayer de mieux comprendre et d'avoir un lien plus proche avec tout ça. Enfin, moi, c'est une des choses que j'adore avec le personnage, et c'est pas étonnant qu'on retrouve toutes ces interrogations. On va voir au fil de l'arc, il y a plein de choses qui, moi, m'ont fait penser à l'épisode 8. On en reparlera un petit peu, surtout dans le truc de l'épisode d'après, mais voilà, moi j'ai adoré tous les questionnements qu'elle vient et qu'elle apporte, et puis rien que l'univers aussi dans lequel elle évolue est super intéressant. Encore une fois, on a quand même une belle référence à Metropolis, parce que quand on voit le sous-sol qui est très machine, très ferraille, avec les gens qui se tuent à la tâche pour essayer de survivre quelque part, et puis le haut, on a l'impression que c'est genre le paradis, qui sont tranquilles et qui font rien, et qui à la rigueur ils comprennent pas la réalité du conflit, alors qu'en bas le conflit ils le vivent, c'est eux qui se prennent tout dans la figure, et on voit déjà direct dès cet épisode vraiment le gros fossé qu'il y a entre la surface et l'intérieur. Alors je ne sais plus si c'est dans cet épisode-là ou dans l'autre, où en fait les deux sœurs vont expliquer à Ahsoka comment
leurs leurs parents parents. sont morts. Je crois que c'est dans l'épisode 2. Je crois que c'est le 2 ou le 3. Dans le 2 ou le 3. Et donc Mhm. c'est très intelligent. Alors je vais le placer là, je suis désolé. On prend un peu d'avance, mais après on enchaînera sur l'épisode d'après. Donc les deux sœurs expliquent que leurs parents sont décédés suite à une course-poursuite en fait de Jedi, puisqu'il y a à un moment donné un des vaisseaux sur lequel ils étaient qui s'est craché dans une des parois donc de la descente, et puis leurs parents ont été écrasés par des débris. Et que ensuite, en fait, les Jedi se sont contentés de venir lui dire « Ne t'inquiète pas, ils ne font qu'un avec la Force ». Mais j'ai trouvé ça d'une intelligence Je suis d'accord. rare. En plus, mais c'est c'est quelque clair, chose qu'on a vu dans un épisode, puisque ça m'a rappelé un souvenir, mais sans que je puisse redéterminer quel était l'épisode exactement. Et on s'est dit, mais j'adore en fait ce que fait Disney sur le fait de griser un peu toutes les... Les notions blanches. Ouais, ils l'ont fait avec les Jedi, enfin, ils le font avec les Jedi, ils l'ont fait avec l'Empire, ils l'ont fait avec la Rébellion, et je trouve ça, mais d'une intelligence, et c'est là, en fait, qu'on peut C'est trouver vraiment les choses les plus intéressantes à développer, je pense, dans ce futur nouvel univers canon qui continue à arriver. Et ça, c'était intelligent. Et ça, c'était bien. Et ça, j'ai envie Tu fais d'avoir une plus. petite analogie J'en aussi veux avec... Alors, c'est à double sens, parce qu'il y a le côté critique et il y a le côté réalité. Tu sais, c'est un petit peu comme quand... c'est une grosse analogie, du coup, avec la religion, hein, ça, on est bien d'accord. Mais c'est à double sens, parce que dans un sens, c'est d'une manière de dire « Ouais, t'inquiète, ça va bien se passer avec la Force. » C'est en gros, ta gueule, on s'en fout. Donc le côté un peu méprisant des Jedi par rapport aux dommages collatéraux qu'ils génèrent, mais en même Tout à temps, fait. fais confiance à la Force, c'est une manière de dire fais confiance à la vie, et finalement, voilà, la Force elle t'envoie Ahsoka aujourd'hui. Et donc, il y a cette double lecture que tu peux faire finalement de la phrase de la nana. J'en rajouterai même une autre, tu vois, c'est que quand il y a Obi-Wan qui dit question de point de vue, là c'est tout à fait ça, parce qu'en fait pour les personnes qui ont perdu leurs parents, ce que dit le Jedi c'est cruel, mais pour le Jedi qui connaît que les précédents Jedi, pour le Jedi elle a l'impression de dire quelque chose de réconfortant, mais elle ne peut pas comprendre. Parce que le tu Jedi vois. en fait il croit à ce qu'il dit. Et c'est ça la C'est différence ça, donc en fait. Mais c'est vraiment la question de point de vue, parce que souvent on dit les gens sont méchants machin, mais souvent la personne qui toi va te faire du mal a pas conscience qu'elle te fait du mal, parce que de son prisme à elle a l'impression d'agir de façon juste, alors qu'en fait non, ça empire encore plus les choses. On va enchaîner sur notre épisode 6 qui s'intitule Une affaire douteuse. Donc puisque les deux sœurs après donc leur échec de réparation de robots, enfin pas les deux sœurs d'ailleurs, Rafa après son échec de réparation de robots a trouvé une nouvelle combine. Et elle a besoin d'un pilote, ce qui tombe bien puisque sa sœur possède un vaisseau qu'elle a elle-même construit ou réparé. Et donc Ahsoka va la convaincre d'utiliser sa sœur pour cette nouvelle combine. Donc en fait il s'agit tout simplement d'aller récupérer sur Kessel une cargaison d'épices. Ça ne va pas bien se passer entre les sœurs, elles vont se disputer avec Ahsoka également. Et Trace va finir par lâcher la cargaison d'épices dans l'hyperespace pour régler le problème. Malheureusement, le destinataire du colis, que sont les Pikes, ne semble pas ravi de voir leur petite fortune disparue. J'ai trouvé cet épisode vraiment hyper intéressant pour toutes les personnes qui aiment l'univers de Star Wars au sein de l'univers de Star Wars. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on nous parle des épices, ça fait 40 ans qu'on nous parle de la contrebande. On a entreaperçu Kessel dans Solo, mais jamais on a effleuré le trafic d'épices et ce qu'on pouvait faire avec ces épices, parce qu'on a pris dans cet épisode qu'on pouvait faire plusieurs choses, parce qu'on ne fait pas forcément que de la drogue, puisque c'est également la base des médicaments dans l'univers Star Wars, et ça c'était très intelligent de le placer là. C'est quand même un peu une grosse ref à Dune, ou un peu du piquage à Dune, parce que pareil, les pistes dans Dune, tu peux faire de la drogue, tu peux faire de la nourriture, tu peux faire plein de choses. Donc, aussi avec. Une grosse référence à Dune, mais j'ai trouvé que qu'il y avait vraiment une dichotomie
importante dans cette épice, et tous ces épisodes jouent avec la balance. On passe d'un extrême à l'autre. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, c'est un peu l'ange et le démon. Bah là encore pareil, qu'est-ce qu'on fait avec ces épices? Est-ce qu'on fait du bien? Est-ce qu'on fait le mal? Ouais, j'ai trouvé que c'était super intelligent, et on a une vraie vision, une nouvelle vision de Kessel également, parce qu'on découvre que la surface entière de Kessel n'est pas détruite par les mines. Il y a toute une partie verdoyante, donc ça fait une des rares planètes de l'univers Star Wars qui ne soit pas monométéo. Ouais, monoclimat, ouais, environnement. Monoclimatique, voilà, merci. Et donc, il y a une espèce de roi qui est un Twi'lek d'ailleurs. Ce qui est drôle, puisque sur cette planète, il y a beaucoup d'esclavagisme, alors que les Twi'lek en sont également souvent les victimes. Et donc voilà, on découvre ça dans cette espèce de palais au ton rougeâtre, un peu comme l'épice d'ailleurs, que j'ai trouvé vraiment classe, un peu de style Naboo comme ça, Renaissance, marbre, et c'était vraiment, on découvre vraiment, effectivement, c'est une petite histoire dans l'histoire. On découvre l'univers de Star Wars dans sa globalité, un peu plus profondément. C'est comme en fait dans les autres saisons. Voilà. C'est vraiment l'impression que j'ai eue pour cet épisode. Ouais, c'est un épisode qui est quand même un peu léger, rigolo, il y a de l'aventure. Bon, bah voilà, elles se prennent la tête et tout. Mais c'est un épisode aussi sur... est-ce que on agit bien? Est-ce que, tu vois, elle se pose pas mal de questions. Et la phrase, moi j'aime bien dire les phrases parce que je trouve qu'elles sont toujours intéressantes. Là, la phrase de début, c'est: les erreurs sont des leçons enrichissantes, souvent comprises trop tard. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de faire ça parce qu'on voit que nos personnages vont faire plein de conneries et que du coup, ça va être de pire en pire. Il va falloir trouver des solutions pour s'en sortir et tout. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que quelque part, ça va permettre à chacune des filles justement d'apprendre, de grandir, de voir un peu, de se remettre en question. Et ça encore, c'est pas mal, mais ça le fait en plus avec un ton léger. Donc du coup, c'est pas moralisateur, c'est pas prise de tête. On voit pas l'épisode passer, il est assez rythmé. Donc vraiment, une bonne histoire. Thomas. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ça a été de retrouver justement Kessel, puisque du coup, à chaque fois qu'il y a une référence, maintenant surtout comme je répète, du coup, moi, c'est quelque chose que je regarde en famille, et tout le monde s'arrête. Ah, mais c'est où Kessel, etc. Donc, ok, allez, on met pause, et on a essayé de retrouver dans quels épisodes, où est-ce qu'on avait vu Kessel, et donc du coup, ah ouais, c'est vrai, ça fait un lien avec Han Solo. Du coup, quand ils ont revu les mines, alors au début ils voyaient pas, quand ils ont revu les mines, ah oui, c'est vrai. Là il se passe ça, etc. Et puis aussi, donc on l'a vu dans Star Wars Rebels, ah ouais d'accord, mais alors pourquoi là il y a de l'herbe, etc. Du coup, parce qu'on peut imaginer que sur une planète, comme tu dis, on n'est pas monoclimat comme partout, et que effectivement, si sur la planète ils peuvent pas faire des trous sur toute la planète, donc il y a des endroits où ils doivent vivre effectivement, donc voilà, c'est tous ces éléments là qui sont assez intéressants, où on est dans une leçon, pas que de tranche de vie, on a aussi de la géopolitique, on a de la géographie, on a plein de trucs. C'est hyper riche en fait. Et j'allais le dire. Et une autre scène qui est super intéressante, c'est le moment où ils se retrouvent en fait chez le fameux roi, où justement nos deux petites là, qui sont dans leur tranche de vie, dans leur problématiques, leurs objectifs à elles, qui sont d'avoir une ascension sociale. C'est comme le bon gamin qui a l'impression qu'il pourra jamais s'en sortir, et tout d'un coup on lui donne une autoroute pour sortir de sa position sociale. Par contre, ils vont faire de la merde, hein. Peut-être, mais on sait pas. Mais dans le doute, ils ont tellement envie que l'autoroute, elle avance tellement vite qu'ils ont pas envie de s'arrêter pour regarder sur le côté s'ils vont pas écraser quelqu'un. Et dans l'idée, ils le savent très bien que c'est de la drogue. Même quand l'autre dit non, on fait des médicaments, ils le savent. Ils savent très bien pourquoi ils sont aussi bien payés. Mais n'empêche que ce désir, en fait, finalement, de sortir de sa caste, il est tellement important, et il est tellement, je veux dire, imprégné en elles, qu'elles sont prêtes à passer au-dessus. Et on peut se poser la question et si Ahsoka, qui est l'aspect moralisateur, n'avait pas été là, est-ce que les deux nanas, finalement, ce serait pas juste devenus des voyous? Donc, c'est-à-dire, il y a un petit peu un gros what if, en fait, sur la vie de ces deux frangines, et de l'importance, en fait, qu'on a dans nos rencontres. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que un mec lambda va sombrer dans la drogue, dans l'alcoolisme, ce que vous voulez?
c'est un peu la même chose. Alors Francis il dit oui, médicament égale drogue. Alors on va dire que là on imagine que c'est pas une drogue qui est fait qui va se vendre en tout cas dans le milieu médical, mais plutôt en sous-main. Les Pike visiblement voilà, c'est pas non plus tout à fait des gens très très vertueux quoi. Donc ça amène cette question de morale qui est balayée d'un coup. Et d'ailleurs le moment où Ahsoka commence à faire un commentaire, on voit bien que la grande sœur la regarde, me dire mais attends, tu fais quoi, tu vas pas gâcher notre chance, et que la méchante devient Ahsoka alors que c'est elle qui est dans la moralité. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de balance, c'est que on passe d'un côté à l'autre, de ce côté-là on repasse un peu du bon côté. C'est des personnages qui se cherchent, qui n'ont pas de repères, leurs parents sont morts, on sait plus exactement quel âge elles avaient, mais elles avaient l'air assez jeunes, donc c'est des personnages qui ont vraiment besoin de que quelqu'un les éclaire pour savoir quoi faire de leur vie. Et elle a un peu cette figure maternelle que je trouve elle va prendre à nouveau plus tard, on la reverra dans Rebels. Je trouve qu'elle est un peu dans cette même approche, mais beaucoup plus détachée. Mais parce que là, elle s'attache, et il y a quelque chose que ça fait partie de son caractère, on l'avait déjà vu, quoi. Mais elle se reconnaît un peu dans le perso de la petite peut-être. jeune. Comme c'est elle qui a la voix de la raison en plus, c'est elle qui passe pour la relou. Oui, tout à fait, mais parce que effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, Thomas, que c'était un peu la naïveté d'Ahsoka au début, Faye a raison dans ce qu'elle dit, c'est très intelligent, c'est qu'elle se voit un peu, elle fait une projection sur Trace, et elle se sent comme Trace, et elle veut peut-être pas qu'elle fasse des erreurs qu'elle aurait pu faire, parce qu'elle avait été guidée par des gens bien. Et d'ailleurs, il y a une phrase là-dessus qui est évoquée à un moment. Pareil, les petits m'ont posé la question. À un moment, elle dit, elle parle de son frère en fait. Elle dit oui, mais vous étiez avec... qui est-ce qui vous a appris tout ça? C'est mon frère. Et donc du coup, on sent que en Ahsoka, il y a quand même si elle a quitté l'ordre Jedi, il y a une espèce de torture interne à devoir quitter finalement la personne qui lui est le plus chère, qui était Anakin finalement, parce qu'il était tellement proche d'elle et en même temps il l'a tellement déçu. Et mais on sent qu'elle a encore un espèce d'amour pour lui, un amour amitié on va dire, mais qui est toujours présent. Un attachement, voilà, quoi qu'on en dise. Ouais. Mais c'est là qu'on voit qu'elles vont s'apporter quelque chose, tous ces personnages-là, parce que chacune va aider l'autre à prendre du recul. C'est-à-dire que Ahsoka, elle va aider les deux sœurs à prendre du recul sur leur situation et voir qu'elles sont pas prisonnières de cet univers dans lequel elles évoluent et qu'elles peuvent trouver des solutions. Et elle, de l'autre côté, elle va voir que c'est pas parce qu'on n'a pas le même avis qu'on peut pas être lié sentimentalement, avoir une famille. Dans une famille, ça arrive qu'on pense pas pareil en fait. Tout à fait, et c'est encore une fois la balance, passer de l'une à l'autre, prendre du recul, l'une va prendre du recul en voyant l'autre va prendre du recul en voyant l'une, et il y a vraiment ce jeu, on est sur un trio, mais on est vraiment sur un cercle, quoi. La balle, elle passe de personne en personne, et du coup on explore les trois psychés, autant l'une que l'autre, même si forcément le personnage principal ça restera Ahsoka, quoi. Mais du coup, j'avais vu pas mal de critiques sur le perso de la sœur aînée, où vraiment les gens avaient l'air de pas l'aimer et tout, mais je trouve qu'elle est quand même intéressante parce qu'on voit qu'en fait, elle a tout fait pour essayer d'aider sa sœur, même si elle s'y prenait mal. Mais ça la rend pas nulle. Alors, comme c'est vrai que je rejoins les personnes dans le sens où c'est un personnage, et surtout dans le premier épisode, qui fait très cliché. Et j'ai eu un peu au début une appréhension, j'ai eu peur, je me suis dit ouais, laisse tomber, si on suit ce personnage-là, ça va être la catastrophe. Et non, parce que déjà dans ce deuxième épisode, elle apprend, déjà on passe d'une situation à l'autre, etc. On passe d'un comportement à l'autre, et du coup on n'a pas ce côté qui revient, et ça, heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, regarder ces 4 épisodes aurait peut-être sans doute été une torture bien plus que ça. Et moi, je sais pas si vous remarquez, mais au départ, je voyais vraiment la sœur comme le personnage manipulateur. Alors, elle l'est quand même, mais qui ne servait que ses intérêts, et qui finalement faisait que de se servir de sa petite sœur. Or, en fait, elle est à la base présentée vraiment comme un personnage assez noir, assez manipulateur, et puis on se rend compte que finalement, il y a une forme de bienveillance aussi sincère, on va dire, et que finalement,
ce serait plus un rapport, vous savez, comme les frères jumeaux ou les sœurs jumelles, un peu dominant-dominé, et on sent qu'il y en a un des deux qui est le dominant et qui dicte un peu les choses à l'autre, et l'autre qui est un petit peu un peu dépendant en fait de cette grande sœur pour se construire encore. Bah, en même temps, quand les parents sont morts, Oui, c'est c'est certainement la grande sœur qui a pris les choses. Voilà. Oui, elle a dû se donner elle-même le rôle en disant bah voilà, il y a que moi qui peut aider et voilà, et du coup c'est normal qu'elle impose et qu'elle mette sa sœur dans cette situation-là aussi. Juste avant d'enchaîner, pareil, merci encore une fois Internet. Au début de l'épisode, quand les personnages partent pour quitter Coruscant, elle s'insère dans un couloir réservé aux militaires. Et donc, en fait, il y a un croiseur qui est là, avec à l'intérieur Anakin. Et puis, Anakin qui demande où va le vaisseau. Et l'officier, donc, Yularen qui lui répond ah bah, vous voulez qu'on l'arrête et tout. Et puis, Anakin, il sent la force, il dit non, c'est bon, laissez-le passer. Donc, ça, c'est le miroir de ce que Vador va faire dans le Retour du Jedi quand la navette Tidarium va passer pour s'infiltrer sur Endor. Mais c'est pareil, comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est fait intelligemment et j'ai adoré. Oui et non, parce qu'en même temps, alors c'est un miroir inversé, puisque du coup, il le fait venir dans un piège, alors que là, il sait qu'il la laisse partir pour qu'on lui foute la paix, quoi. Bah, c'est surtout, on voit qu'il l'aime, comme elle l'aime parce qu'elle a appelé son frère, lui... Il sent qu'elle est en train de faire quelque chose et il l'aime et donc il la laisse partir parce que c'est pour lui un acte d'amour, donc... Ouais, c'est ça. Oui, complètement. Exactement. Complètement. Mais c'était vraiment intelligent et la façon dont ça a été fait, c'est voilà, de la même façon. Là, on est sur un ciel lumineux, donc quelque chose, on va dire, de positif, alors que dans le Retour du Jedi, on est dans le noir de l'espace. Ouais. Donc voilà, si on inverse la thématique. Je trouve que c'est encore pour moi un petit indice du fait que Anakin va vriller, parce que peut-être que quelque part il va se dire voilà, moi je suis obligé de la laisser partir alors que c'est ma famille, c'est mon machin, c'est pas juste nanana, et je pense que ça va rajouter aux éléments qui font qu'il va vriller dans l'épisode 3. Et c'est surtout que, en plus, Ahsoka, c'est un personnage qui est lumineux, on va dire. C'est-à-dire, et quand je dis lumineux, c'est qui apporte de la vie et qui a de l'humour, on le voit dans la vie de tous les jours quand t'as des fréquentations lumineuses, hein, des gens qui te font du bien, bah tu te sens beaucoup mieux. Puis quand t'as des gens assez noirs, assez agressifs, etc., bah ils ont plutôt tendance à te tirer vers le bas. Et clairement, Ahsoka, je pense qu'elle fait vraiment partie des personnages qui te tirent vers le haut et qui sont lumineux. Est-ce que vous me permettez de mettre une petite note? J'aime bien quand même, c'est le défaut professionnel. Vas-y. Plus, je suis en confinement, je peux pas mettre de notes en ce moment. Donc, lui, je lui mettrais bien un 12-13, un bon 12, on va dire. Je le trouve un cran moins intéressant que l'autre, mais quand même, il y a pas mal de références. Allez, je vais mettre 13. Donc, on va enchaîner sur l'épisode 7 qui s'intitule « Une tête dangereuse ». Donc, maintenant que les Pikes sont faits du trio des prisonnières, elles sont torturées puisque... on veut savoir où est passé les épices, et elles n'osent pas dire que la cargaison a été balancée dans l'hyperespace pour éviter évidemment de se faire tuer. Elles vont donc essayer de s'échapper de leur prison pour quitter la planète, et c'est dans cet épisode que les sœurs vont apprendre, je crois, que Ahsoka a été une C'est dans le dernier. Ah, c'est dans le dernier, pardon. Donc je confonds, excusez-moi. Donc voilà, on a un épisode beaucoup plus, on va dire, action. On va les suivre donc dans leur tentative, puisqu'elles ne vont pas réussir à s'échapper de la planète tout de suite, et elles vont être ramenées à leur prison. Moi je dirais que pour moi, des 4, c'est l'épisode que j'ai trouvé le plus faible. Parce que j'ai l'impression que vraiment on tourne en boucle pendant tout l'épisode, et voilà... Il y a des tortures, super, on a déjà vu plein. Bon, après, je crois que c'est dans celui-là qu'on a... justement, c'est en prison qu'elle raconte l'histoire... Enfin, leur histoire de famille, il me semble, non? Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, ça. Il y a vraiment voilà, il y a ça qui est intéressant, parce qu'on voit vraiment le travail... Non, elle re-raconte l'histoire. Souvent, quand on a un épisode, on va d'un point A à un point B. Et ben là, on va du point A au point A. Donc en fait, elles se sont échappées, hop, elles se refont gauler, on les remet en prison, et situation initiale. C'est pas faux. Donc il s'est rien passé, et cet épisode, on aurait dû l'enlever, tout simplement. Bah en fait, cet épisode, c'est un peu nos personnages qui sont, encore une fois, pris dans leur cercle infernal, noyés dans le problème, et qui n'arrivent pas à casser ce cercle pour pouvoir s'en sortir. On peut le voir un peu comme ça. Mais ce truc qui est intéressant quand même, c'est voir cette
cette relation au Jedi, encore une fois, on voit la manipulation qu'il y a sur la figure du Jedi et à quel point nous, ce qu'on pensait être le Jedi, c'est pas du tout ça pour ces gens-là. Donc je trouve ça intéressant. Après, voilà, le reste de l'épisode, sans plus. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné dans l'épisode, c'est son côté jeu vidéo. Ouais. On a, en fait, à chaque fois qu'ils arrivent près d'une zone, enfin dans une nouvelle zone, Jeu de plateforme. il y a une espèce de... Non, alors il y a le jeu de plateforme, il y a on va dire un peu le FPS, infiltration en vue à la troisième personne, un peu à la Tomb Raider, mais il y a surtout ce côté, en fait, à chaque fois qu'ils arrivent dans une nouvelle zone, il y a un panorama de la zone jusqu'au portail, en fait, qu'ils doivent traverser pour passer à la zone d'après. Comme dans un jeu vidéo, tu arrives dans un niveau et on te fait la caméra, elle passe sur tout le niveau pour que tu visualises bien là l'endroit où tu dois te rendre. Et j'ai eu ça, je l'ai ressenti 2, 3 ou 4 fois, je sais plus combien dans l'épisode, et ça m'a profondément gêné parce que effectivement, j'avais l'impression d'avoir une redite à une nouvelle zone. Alors 3 nouveaux ennemis à combattre, ok. Il y a toujours pas de munitions, donc on va prendre ce qu'il y a, blablabla, blablabla. Et ça m'a un peu agacé. Et alors l'autre chose qui m'a particulièrement agacé, mais vraiment beaucoup, c'est que donc Ahsoka, pour quitter la prison, elle utilise la force pour appuyer sur le bouton d'ouverture. Et il y a personne qui a tilté que dans ce cas-là, pourquoi ils le font pas avec toutes les prisons dans lesquelles ils ont été prisonniers un jour. C'est clair. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que ils se font mettre en joue, mais 10 000 fois par les Pikes. Alors au début, les Pikes, ils font flipper, tu dis, ah ouais, merde, ça craint, c'est les Pikes. Mais les gars, quand ça fait 8 fois qu'on vous dit, allez, tuez-les, et que, en fait, tu te fais jamais tuer, du coup, ça devient un peu des Stormtroopers qui tirent à côté. C'est que, en gros, ils osent pas appuyer sur la gâchette. Donc, tu te dis, voilà, ça casse complètement en plus de ne rien apporter et de te faire perdre 20 minutes, ça détruit les personnages, ça détruit l'histoire. Enfin, vraiment, c'est un anti-épisode, on pourrait dire. Ah, mais il était en trop cet épisode. Ils auraient fait ça en 3 épisodes, ça aurait été top. Je suis assez d'accord. Et par contre, j'ai trouvé que donc à la fin, ils arrivent, donc une fois qu'ils ont traversé tous les niveaux, ils arrivent dans une espèce de ville. Et là, pareil, en fait, j'ai trouvé que la ville, elle était vachement bien faite. Ouais. Par contre, il y a un élément très positif, c'est que comme il n'y a pas de scénario, qu'il n'y a pas d'histoire et rien, et ben du coup mais pas qu'il y a de l'animation, et ben du coup c'est dans cet épisode-là où on a beaucoup plus fait attention au graphisme, et effectivement l'animation. Force est de constater que par rapport au le premier épisode, la embouche avec Yoda. T'es passé d'une animation carrée limite à la Virtua Fighter à vraiment quelque chose de super lisse, super propre, super dynamique, et c'est vraiment très très agréable. On sent clairement que il y a eu un sacré progrès sur ces 12 années. Hein. Visuellement, j'entends. Complètement, oui. complètement. Même dans l'animation. Donc voilà. Alors, on va enchaîner Petite sur l'épisode d'après. Donc... Ah oui, petite je lui mets un 6. Voilà, c'est pour ça que je voulais noter chaque épisode, vraiment pour montrer que y en a un qui est vraiment en dessous des autres. Tu l'as vraiment 2 fois moins aimé que celui d'avant. Là, c'est sévère. Ouais. Donc, dernier épisode de cette tétralogie consacrée à Ahsoka, elle s'appelle Réunis à nouveau. Donc, voilà, Ahsoka va mettre en œuvre un plan plutôt risqué pour permettre aux sœurs de s'enfuir, et tout en se jouant des Pikes grâce à ses pouvoirs de Jedi. Et puis au final les sœurs ne vont pas laisser Ahsoka toute seule, puisqu'elles vont continuer à la protéger. Finalement elles reviennent sur leur décision, parce qu'elles voulaient l'abandonner à leur sort, ayant appris sa condition de Jedi. Mais finalement donc elles décident de monter un nouveau plan, donc une nouvelle escroquerie, pour pouvoir lui venir en aide et la sauver tout simplement. Thomas. Alors, cet épisode, par contre, il est très très bon. Donc, il y a, je sais même pas trop par où commencer, si ce n'est que du coup, il est l'opposé en fait du premier épisode, où on posait plein de prérequis en fait, d'idées préconçues sur d'un point de vue social, d'un point de vue des Jedi, d'un point de vue etc. Et en fait toutes les cartes sont rebattues par rapport aux actions en fait que les uns vont faire et les autres, et chacun sort un petit peu de ses certitudes, et donc ça j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a une grosse spéciale finalement avec l'Aube écarlate et le fameux Dark Maul qui est présent, et on sent qu'il y a une cohérence globale.
Un gros bonus aussi que j'ai adoré, c'est l'introduction du prochain arc sur les Mandaloriens, qui sont glissés dans des plans un peu cachés et qui progressivement amènent Ahsoka et qui nous font presque penser que finalement l'arc c'est plus un arc de 4, c'est presque un arc de 8 qu'on va avoir, puisque tous les épisodes vont être imbriqués les uns dans les autres. Bah en fait, c'est pour ça que je pense que ces épisodes, ils étaient absolument essentiels, parce qu'on n'aurait pas pu passer à la dernière arche narrative avec Ahsoka sans expliquer qu'est-ce qui l'a amené ici. Parce que elle a quitté l'ordre Jedi, ça fait un certain temps, on va dire, grosso merdo, une année, et puis tout à coup, bah tiens, la revoilà avec ses sabres laser aux commandes d'une légion de clones. Il y a quelque chose quand même qui collait pas. Et en fait, à la fin du 3e épisode, donc de l'épisode 7, je me suis dit, il y avait déjà une apparition de la Death Watch. Ouais. C'est pas vraiment les Death Watch, mais à ce moment-là, on sait pas. Je me suis dit, ah oui, ça y est, ok, je sais comment va finir le dernier épisode. Ça va s'enchaîner avec Ahsoka qui sera recrutée pour venir les aider sur le siège de Mandalore. Et au final, ouais, c'est bien trouvé, c'est super intelligent, et j'espère que dans les prochains épisodes, on aura clairement un pourquoi Ahsoka, elle va vraiment partir, et à quel point ça va pouvoir encore foutre un coup au moral d'Anakin, qui peut-être, lui, va penser que Ahsoka, elle est de retour, donc les choses vont redémarrer, vont reprendre leur cours d'avant, alors que pas du tout. Mais moi j'ai adoré cet épisode-là aussi, et déjà il y avait une phrase qui m'avait marqué qui disait que qui vous étiez n'a pas à définir qui vous êtes, et je trouve que le dernier épisode ça explique bien ça, c'est-à-dire qu'on a nos personnages qui cassent le cercle qu'on parlait précédemment et qui vont s'affirmer, et donc on a Ahsoka qui s'affirme en disant c'est pas parce que j'ai été Jedi avant que je dois forcément embraser tout ce qu'ils disent, je vais faire à ma façon. Les deux autres personnages aussi prennent confiance, la petite sœur montre qu'elle sait faire plein de choses, la grande sœur casse un peu ce visage dur, un peu filou qu'on lui connaissait, donc c'est super intéressant, et je pense que le fait que justement on ait des Mandaloriens qui viennent la chercher à la fin de l'épisode, ça montre que cet épisode était nécessaire, parce que justement ce qu'elle a appris dans cet épisode, ça va lui servir dans cette aventure avec les Mandaloriens, et ça va justement, je pense, faire cette cassure encore plus avec Anakin, et le pousser encore plus à péter un plomb dans l'épisode 3. En tout cas, moi j'espère que c'est ce qui va... que le vrai départ d'Ahsoka, et le vrai quand il va se rendre compte qu'elle ne reviendra pas et que les choses ne reprendront pas leur cours. En tout cas, j'espère vraiment que ça sera aussi un élément qui va le faire basculer. Alors, on nous a déjà dit que les épisodes du siège de Mandalore allaient se dérouler aussi en parallèle de de la revanche des Sith, pardon. Donc, on verra bien. Est-ce que ça va jouer dans la balance? Est-ce que ça va pas? Comment, voilà. Bon, ça, c'est pas pour l'émission d'aujourd'hui, parce que maintenant qu'on a fini, on va dire, les arches narratives un peu mineures, on va pouvoir attaquer vraiment ce qu'on attend tous. On va pas se le cacher. Je pense que on est tous excités sur le siège de Mandalore. Ah, ça, c'est sûr. Ça va être l'adaptation du comics de Delcourt, en fait, c'est ça? Pas du tout. Ah non? Mais non, pas du tout. Alors, tu as, à la fin de la saison 5... Ouais. Dark Maul est capturé. Yes. Il devait y avoir dans la saison 6... Et le frangin et les calanchés. Et les calanchés. Dans la saison 6, il devait y avoir quelques épisodes qui racontaient comment Dark Maul allait s'évader de la prison dans laquelle il avait été enfermé. Yes. Ça a été adapté en bande dessinée, en comics. Voilà. Et le siège de Mandalore qui va commencer cette semaine, c'est une nouvelle histoire. D'accord. C'est après. Voilà, il y a avec Ahsoka, donc, comme on vient de la retrouver. Et c'est cette histoire qui va commencer cette semaine et qui va se dérouler en partie en parallèle de ce qui se passe dans la revanche des Sith. Oh putain, ça va être génial. Voilà. Et je pense qu'effectivement, on attend tous un peu ça. Oh, oui. Faye, je crois que, si tu te souviens, on avait fait... Oui, on avait fait une théorie justement où c'est ce qu'on aurait voulu pour la fin de la série. Donc, C'est ça. Dans la dernière émission Clone Wars de récupération des arches narratives qu'on n'avait pas chroniquées encore, on avait évoqué un peu nos attentes. Ouais. Ça faisait partie de nos attentes. Donc, trop contente. Voilà, il s'agira de ne pas nous décevoir. Mais t'imagines si ça finit sur l'enlèvement de Palpatine, mais ce serait trop bien. Dernière image. Non, parce que si jamais ça... Alors, il peut y avoir un épisode qui se déroule, qui se finit sur l'enlèvement de Palpatine avec Obi-Wan et Anakin qui vont être rappelés,
Par contre, ça sera pas le dernier épisode on sait que ça va se dérouler en parallèle du film. Et ça, c'était dans les Clone Wars 2D, qui d'ailleurs sont plus canons. Qui sont plus canons. C'est ça qui est fou. Tout à fait. Bon, ça c'est pour évidemment ce qui va arriver bientôt, prochainement, mais nous n'en sommes encore pas là. Et on va là. Je voudrais vous entendre un peu globalement sur cette arche narrative. On a fait les 4 épisodes. Un avis global sur ce que vous avez pensé de toute cette histoire. Alors, j'ai adoré cet arc, vraiment. Encore une fois, ça permet d'explorer un peu plus le personnage d'Ahsoka. Les persos féminins, je les ai trouvés bien écrits. Et je trouve ça chouette pour des petites filles d'avoir, encore une fois, des persos féminins qui sortent un peu de la caricature, de montrer que des persos féminins badass, c'est pas juste des filles qui se battent, c'est aussi des filles qui se battent autrement, qui se battent contre elles-mêmes, qui essaient de trouver leur place dans la société, qui essaient de savoir qui elles sont vraiment. Et voilà, je trouve que ces épisodes-là le font très très bien. Et encore une fois aussi, ce que j'ai aimé, c'est tout l'univers Star Wars qui est un peu plus développé avec les bas-fonds, avec la pègre. C'est des choses que on n'a peut-être pas trop vues, et surtout dans le canon actuel. Donc je trouve ça cool qu'ils s'y intéressent enfin, et j'ai hâte d'en avoir un peu plus. Thomas ? Alors, moi c'est pareil, je m'attendais, quand j'ai entendu tout le monde critiquer en fait cet arc narratif en disant il y a que le dernier de bien. Moi j'ai adoré le premier, j'ai adoré le dernier, j'ai trouvé le deuxième très sympa. Alors le 3 effectivement ne sert à rien et casse le truc, mais globalement j'étais plutôt satisfait, et visuellement c'est vraiment chouette. Il y a pas mal de références, j'ai trouvé ça bien, donc que ce soit les Pikes, que ce soit Kessel, etc. Il y a enfin tout est lié, donc moi je suis très content. On a du développement sur Ahsoka. Seul reproche que je fais, c'est que encore une fois les personnages principaux c'est encore une fois des humains, et c'est vrai que j'aurais bien aimé dans les bas-fonds qu'on ait autre chose que des humains, je sais pas, enfin une toute autre race. Il y avait beaucoup de races en arrière-scène. En arrière-scène, par contre, il y en avait pas mal. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a d'ailleurs une race, vous savez, c'est la fameuse race des paysans qui était sauvée par Obi-Wan là et Anakin. Les espèces de avec paysans jaunes. l'espèce de singe. Ah non, c'est pas les mêmes. Avec des paysans. D'ailleurs, rien à voir, mais dans Riposte, il y a aussi ça qui était génial. Il est fait une référence quand la chasseuse de primes, tu sais, Zabrak, elle fait référence à sa tante. Elle dit oui, ma tante, elle cite des choses bien qu'elle avait fait, et il cite justement ce fameux épisode des fermiers jaunes. Je sais pas si vous vous rappelez, ça se passait. Oui, si, c'est un épisode qui reprend un peu la trame des deux. Qui reprend Kurosawa. Oui, voilà, qui reprend aussi les 7 samouraïs. Ouais. Oui, les 7 samouraïs, j'allais dire les 7... pareil, la version western, je ne retrouve plus le nom, ça y est. Les 7 mercenaires, voilà. Et ils ont refait une version pareille dans Mandalorian, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'était la première fois que dans Star Wars, ils le reprenaient. Et c'était affiché parce qu'à la fin, il y avait un hommage, oui, c'était marqué. Mais du coup, ces fameux personnages, on les revoit à nouveau. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais voilà, j'ai bien aimé le caractère des personnages, le fait que ce soit des femmes, etc. Mais je sais pas, visuellement, je les ai trouvés. C'est le visuel des personnages. J'aurais voulu qu'ils aient quelque chose de différent. Pour ma part, ces épisodes avaient tout pour me les faire détester. En fait, c'était des choses qui m'attirent pas, des personnages, on va dire lambda, les bas-fonds, des aliens, la pègre. Moi, c'était tout ce qui aurait pu me détourner de ces épisodes et me faire m'ennuyer profondément. Mais au final, parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien développé. Alors, je comprends les critiques. Alors là, je conçois que effectivement, on attende quelque chose de plus grandiloquent de Clone Wars, de son retour. Je comprends qu'on soit déçu. Je comprends qu'on attende autre chose. Par contre, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit et bien développé. On a la faiblesse du 3e épisode, on est d'accord là-dessus tous les 3 également. Mais voilà, j'ai été pris dans l'histoire. On a vraiment divers aspects de Star Wars, et de l'histoire dans l'histoire, et de la petite histoire dans l'histoire de l'histoire. Et c'est ça aussi qui fait vivre un univers, et c'est ça qui fait vivre des personnages. Et c'est parce qu'on a ces choses-là qu'on arrive à s'identifier, qu'on arrive à s'attacher, qu'on prend le temps. Oui, c'est peut-être pas les épisodes consacrés à Ahsoka les plus palpitants qu'on ait vus et qu'on ait lus, mais par contre, ils sont
je pense, à mon sens, et je pense que tous les deux vous l'avez exprimé aussi, c'est des épisodes qui sont déterminants pour le personnage qu'elle est en train de devenir et qu'on a retrouvé avec une cassure temporelle, enfin toute une partie qu'on n'a pas explorée encore. Alors je rappelle que nous en français on n'a pas encore eu le roman Ahsoka, puisqu'il y a dedans aussi des petites explications peut-être, et puis peut-être des petites choses complémentaires par rapport à ça. Et au final, je suis content d'avoir vu cette arche narrative-là avant de lire le livre, parce que peut-être qu'il y aura, quand on va lire le livre, voilà, quelque chose qui va nous parler, de nous dire « Ah oui, et voilà, ça, elle l'avait fait, ou elle l'avait déjà fait, ou elle veut plus le faire parce qu'elle l'a fait, et puis que ça lui est revenu dans la gueule, etc. » Et voilà, et c'est prendre le temps de développer un personnage qui va faire qui va devenir intéressant, qu'on va s'intéresser à lui. Et je vais reprendre un des personnages que j'utilise souvent pour citer en exemple, c'est la reine de Shutorun, qui était un personnage que je n'aimais pas du tout, mais qui a été extrêmement bien développé, à plus petite échelle, et que au final j'ai fini par trouver intéressant. Et pareil pour Hera, on en parlait en début d'émission. Hera, c'est un personnage que j'aimais pas du tout au début, mais on a pris le temps de la voir, de la découvrir dans plusieurs œuvres différentes, dans des films, dans des séries, etc. Et du coup, elle fait partie intégrante de l'univers, et Ahsoka, c'est pareil. Et ça, c'est des épisodes fondateurs pour la légende du personnage qu'on connaît. Et ça fait penser un peu à la critique, tu sais, qu'on avait eue sur le roman Avant le réveil, où en fait il se passait rien, mais où, oui, c'est ça. Où tu donnais de la profondeur au personnage. Mais par contre, c'est vrai que, comme tu dis, là je vois par exemple, on a Jérémy Défense qui dans le chat nous dit que c'est bien trop terre à terre comme arc, et qui nous dit pour lui ça vaut 8 sur 20. C'est vrai que pour les gens qui se disaient waouh, ça va être The Clone Wars, on va avoir une fin épique, j'imagine, enfin à la Seigneur des Anneaux et compagnie, ouais, évidemment qu'ils sont déçus. Quoi, parce que c'est comme si, tu vois, c'est comme si pour le Seigneur des Anneaux, si je fais une analogie, on te disait, tiens, on va te raconter ce qui s'est passé dans la comté pendant que Bilbo il faisait des barbecues, qu'il a vachement sympathisé, que je sais pas quoi. Ils expliquent un peu ce qui se passe dans la comté pendant que Bilbo ou Frodo partaient aussi un moment. Si t'étais trop centré là-dessus, quoi, tu vois, les gens pourraient être déçus. Ça dépend, ça dépend les attentes, en fait. J'entends cette critique et je la comprends, c'est pour ça que je disais que, effectivement, quand on s'attend à quelque chose de grandiloquent, 12 épisodes de Clone Wars, on s'attend à quelque chose de grand, mais si on regarde l'arc du Bad Batch, on est sur quelque chose peut-être qui bouge, qui a un peu plus d'ampleur dans l'histoire de la saga, mais par contre, c'est pas non plus... on n'est pas à l'échelle galactique non plus, quoi. Voyez-vous, moi, Bad Batch, j'en ai pas parlé dans mon WhatsApp, mais j'ai vraiment pas vraiment aimé Bad Batch. Ah ouais? Et ceux qui regardaient avec moi, donc ma famille, m'a pas aimé non plus. Ils m'ont dit ouais, ok, il y a mon fils qui a adoré parce qu'il y avait de la baston partout, mais ils m'ont dit ouais, il est un peu creux en fait, même si ça bastonnait. Ouais, il était prévisible, mais sympa. Prévisible, ouais, c'est ça, c'est le bon mot. Mais effectivement, 12 épisodes, on s'attend. Mais Clone Wars, c'est ça. Clone Wars, c'est pas que des épisodes qui refondent la saga. Clone Wars, c'est pas que des épisodes inintéressants sur des planètes paumées. C'est pas que de la politique. C'est un peu de tout. Mais c'est ça qui est cool, tu vas avoir des trucs immenses, des trucs intimistes, et c'est génial parce que ça permet de continuer à vivre dans l'univers qu'on aime, à profiter de ça, et je trouve que ça fait du bien, surtout dans la période dans laquelle on est. Si on peut avoir un petit bout et partir dans une galaxie très très lointaine, il faut en profiter, il faut y aller. Tout à fait. Alors du coup, je vous propose de noter, de donner une note globale à cette arche narrative donc consacrée à Ahsoka. Thomas? Alors, du coup, si je dois faire une moyenne de mes notes, on serait à un petit 12 à cause du troisième, quoi, qui déglingue un peu tout. T'es pas obligé de faire une moyenne globale. Tu peux avoir un épisode en dessous, mais avoir un bon ressenti sur les... Tu peux mettre des pondérations sur mes notes, c'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Alors, on irait peut-être jusqu'à 13, effectivement. Faye? Moi, je vais être généreuse, je vais mettre un 16, parce que j'ai passé un bon moment. Je mets pas plus à cause du fameux épisode 3. Je pense qu'en 3 épisodes, ça aurait été top. Mais voilà, je mets 16. Eh ben, écoute, ouais, c'est une note très généreuse. Et pour ma part, donc, ce sera un bon 13 comme Thomas. Parce que voilà, c'est une histoire que j'ai bien appréciée. Je sais pas si je vais regarder les épisodes régulièrement. Peut-être pas. Peut-être que ça fera partie des... Quand je lirai le livre, peut-être que voilà, je remettrai un petit bout. Mais et je l'ai regardé également avec les enfants parce que je l'avais pas précisé. Et ils ont bien aimé. Ils ont été captivés par le personnage d'Ahsoka.
et ça leur a donné envie de re-regarder d'autres épisodes, d'autres saisons. Comment est-ce que vous allez regarder le dernier arc ? Parce que moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai attendu d'avoir les 4 épisodes pour avoir l'arc d'un coup, ce qui fait qu'en fait, on se fait une soirée pizza le soir et ça nous fait quasiment comme un film. Tu vois. Eh ben non, nous on le regarde à la semaine et ça permet justement de théoriser, de se dire waouh, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode d'après aussi. Bon, après, il y a que les 2 derniers épisodes, je les ai vus en même temps parce que du coup, j'attendais Disney+, donc je me suis dit quand même, on va regarder sur Disney+. Mais sinon, j'essaie de faire un épisode par semaine. Et ils avaient un petit décalage. Ouais. Bon, eh bien, c'est sur ceci que va se conclure cette édition de Star Wars en direct, en live. Et donc, on remercie, je vais remercier Tom et Faye de m'avoir accompagné ce soir. Pour les rejoindre, donc comme d'habitude, Faye sur Twitter, sur Discord. Thomas, toi, ça sera plutôt dans les commentaires de Facebook de Star Wars en direct. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions sur tous ces sujets, contactez-nous à l'adresse studio@swandirect.com ou laissez-nous un message sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, la chaîne YouTube, maintenant vous connaissez évidemment. N'hésitez pas à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître et augmenter notre auditoria. N'oubliez pas donc, comme vous le savez puisque vous y êtes présent, vous l'avez suivi cette émission en live, de nous rejoindre sur notre serveur Discord pour rejoindre la communauté de fans et d'auditeurs et participer donc à les enregistrements live comme ce soir. Pour montrer vos couleurs, n'oubliez pas de vous diriger vers la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer tous les magnifiques produits dérivés que notre leader suprême crée au quotidien. Au quotidien, c'est presque devenu son travail à temps plein. Adresse starwars.direct, onglet boutique. Nous sommes toujours disponibles sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. Merci à siteclan.net et à mintinbox.net, à starwarsonline.com, à starwarsuniverse.com, à planetstarwars.com, à Star Wars Geeks Québec, à Génération Star Wars et Science-Fiction. Et au nom de Faye, de Thomas et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, en confinement, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.